Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'invité de l'histoire. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Meurtre d'une religieuse allemande au Cameroun en 1949. C'était Madame Cosenz, Lucia Cosenz, qui est donc trouvée un matin démembrée dans une mare de sang, plongée. Et c'est de cette histoire qu'on va parler. Aujourd'hui, comment, à ces époques-là, ce n'était pas évidemment un fait divers. Une personne du système colonial, une religieuse, qui est retrouvée morte chez elle, dans une Afrique sous colonisation. Là, on est au Cameroun. Au sud Cameroun, dans une petite ville, une petite bourgade. On n'est pas à Yaoundé, on n'est pas à Douala, on est dans une ville qui s'appelle Bolova, presque à la frontière du Gabon, de la Guinée équatoriale. Bref, qu'est-ce qui les a emmenés là-bas? Pourquoi a-t-elle été assassinée? Qu'est-ce qu'a dit l'enquête? Et au fond, comment se fait-il que, dans ces années 40, où le Cameroun est sous tutelle française et anglaise, franco-britannique, une Allemande encore, on pensait qu'ils avaient été boutés hors de leurs possessions africaines depuis la guerre de 14-18, que non. Donc, il se trouve encore des Allemands. Peut-être est-il simplement ici question de nationalité, parce que Madame Cosenz, c'est peut-être beaucoup plus. Elle est devenue américaine entre-temps. On verra, ça ressemble à un thriller, mais c'est de l'histoire. Derrière ce qu'on pense être souvent la petite histoire se dessine la grande, s'explique. La grande se révèle, la grande histoire, enfin, de cette Afrique colonisée. On va essayer de le comprendre à travers Madame Cosenz, qui avait un nom que les autochtones lui avaient donné et qui me plaît beaucoup, et je cherche à qui le donner à mon tour. Okonaban, dans la langue boulou, Betty, ça signifie simplement la maladie de la beauté, femme fatale, beauté fatale, c'est selon. Pour inviter, j'ai quelqu'un qui est aussi intrigué et intéressé par ce nom. Et peut-être a-t-il trouvé à qui le destiner. Pour sa part, c'est un politologue. Il connaît bien la région, très très bien. Il nous vient du Cameroun, pas loin de cette région-là qu'il connaît. Et puis, par ses humanités, il s'est passionné pour cette question. Il est politologue, il s'appelle Monsieur Patrice Ondoa. Bonsoir, Monsieur Ondoa. Bonsoir et merci de m'avoir invité ici. C'est un plaisir, depuis la préparation de cette émission, de travailler sur cette question, cette émission que vous nous avez proposée et qui m'a passionné au point que j'ai eu du mal à arriver ici, tellement j'étais encore plongé dans mes documents. Et je sais que vous allez pouvoir la restituer. Elle est digne d'un film, hein, à vie aux cinéastes qui suivent cette émission. Il y a là l'objet d'un très très beau scénario, enfin d'un scénario à suspense très très fort. On va faire une virgule de quelques secondes. On revient à vous juste pour vous présenter. Après, on rentre dans le vif du sujet. Monsieur Ondoa. Bonsoir, Monsieur Ondoa. Rose, je vous présentais tantôt comme politologue. Vous exercez notamment ici en France comme conférencier et vous travaillez à l'IFAC, l'Institut de formation et d'animation de conseils destinés aux collectivités territoriales. C'est pas très connu, mais ça a l'air bien chargé de missions. Ah, tout à fait. L'IFAC est un organisme, un institut qui existe depuis plus d'une quarantaine d'années et qui œuvre dans le milieu des collectivités territoriales à plusieurs titres. Donc, une de nos missions consiste à donner du conseil, à faire de l'audit pour les collectivités territoriales qui, bien sûr, font appel à nous. D'accord. Bon, accessoirement, vous êtes docteur en sciences politiques, mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans votre parcours, c'est que vous êtes aussi quelqu'un avec qui on peut se balader la nuit en toute confiance, parce que vous êtes 5e dan d'arts martiaux. Oui, effectivement, les arts martiaux, c'est une passion pour moi. Et il y a de cela presque une quinzaine d'années, je me suis mis à cette discipline qui est le judo. Et ça fait de moi que je suis aujourd'hui le premier Camerounais à avoir eu en France le grade de 5e dan. Pour compléter votre information, puisque c'est un sujet aussi qui fait l'objet de mes passions, je suis également professeur de sambo, qui est le combat russe, et également un enseignant de self-défense, qui est le combat de rue. Ça va pas être ce soir que vous allez nous faire une démonstration. Et j'ajouterais, puisque l'histoire qui m'amène sur ce plateau est une affaire criminelle, j'ajouterais que je suis également diplômé de l'Institut de criminologie de Paris. Peut-être que c'est une manière inconsciente qui m'a poussé à m'intéresser
davantage à ce sujet. Alors, Monsieur Ondoa, vous n'allez pas me faire peur, parce que moi, je suis diplômé en lutte traditionnelle, ce qu'on appelle chez moi les messing. Et je suis sûr de pouvoir tenir la cadence. Mais revenons à nos choses. Revenons à nos choses sérieuses. Voilà. Qu'est-ce qui vous amène à ce sujet, Madame Cossens? Vous avez dit curiosité. Il y a des publications, c'est très rare, mais elles sont bien. J'ai vu la publication du professeur Mbozo. Efoi Mbozo. Justement, j'ai prévu, au terme de notre analyse, de donner un panorama, peut-être pas exhaustif, des publications qui peuvent conduire les gens à avoir des renseignements encore plus précis que dans le cadre d'une émission qui n'a pas vocation à aller dans tous les détails. Donc j'ai prévu, à la fin de notre entretien, de donner quelques titres d'ouvrages qui pourraient permettre à ceux qui seront intéressés, bien sûr, par cette histoire, d'aller avoir des éléments complémentaires. D'accord. Ah ben, j'arrête pas de rigoler depuis tout à l'heure. Je vais redevenir sérieux. En plus d'être le politologue que vous êtes, le sportif que vous êtes, vous œuvrez également du côté de l'Afrique, du Cameroun notamment, à la sensibilisation aux nouvelles technologies, l'informatique, des choses comme ça? Oui, tout à fait. J'ai profité de mon ancrage dans la petite ville de Montrouge, soutenu sur ce plan par le maire actuel, qui, du fait des élections, est le maire sortant, pour initier les jeunes Camerounais au maniement de l'outil informatique. L'idée est venue du fait que j'ai une double culture. Je suis fondamentalement africain, mais intellectuellement français. Donc il fallait, l'Afrique m'a donné, de même que la France m'a également donné. Donc il fallait que je trouve le moyen de redonner un peu à l'Afrique ce qu'elle m'avait donné. Et je n'ai pas trouvé de meilleur moyen que de mettre en contact les jeunes par le biais de cet outil qui ouvre les portes aux uns et aux autres. Cette aventure a été extraordinaire pour moi parce que tout Camerounais que je suis, et en accompagnant ceux que j'ai accompagnés, je me suis retrouvé avec eux à une espèce de carrefour du donner et du recevoir, dont chacun dans cette histoire en a tiré profit. Merci beaucoup pour toutes ces actions, et au point que peut-être que vous avez tapé dans l'œil de certaines personnalités qui voudraient que vous les accompagnassiez, que vous les suiviez dans le combat dans l'action politique, peut-être, demain. Oui, c'est devenu un peu un secret de polichinelle, puisque les listes sont établies et que tout est désormais officiel. Je ferai partie d'un groupe qui va accompagner un maire dans son nouveau projet. Je ne pourrais pas en dire plus. Bon, vous l'avez dit vous-même. Oh, mais si, il y a des gens qui peuvent être séduits aujourd'hui. Vous l'avez dit vous-même, donc je ferai dans partie de l'équipe du maire qui présente aux Montrougiens un projet nouveau. Voilà. Mais très bien. Rentrons dans le vif de notre causerie. Je vais redemander, je ne le fais pas souvent, mais c'est vraiment pour faire une césure à Valério, une petite césure, et ensuite on rentre dans le vif du sujet. Alors, le titre de notre émission, il est très très clair. Hein. En 1949, une religieuse allemande est assassinée dans la ville d'Ebolova, au sud du Cameroun. On va essayer de comprendre pourquoi. Elle s'appelait Madame Lucia Cossens. Qui était-elle? Oui, pour revenir à votre question, il convient tout de même de préciser que les faits sur lesquels nous allons échanger sont des faits historiques, qui relèvent d'une époque qui est révolue. Je pense aussi qu'il est convenable de dire que l'objet de notre débat ne sera pas d'indexer tel ou tel pays, mais d'être factuel. C'est pour ça que, lorsque cela sera possible, j'utiliserai souvent le mot de puissance coloniale. Il est bon de savoir que les États, de manière générale, n'ont pas d'amis. L'amitié, c'est une chose qui se passe entre êtres humains et non pas entre les États. Les États ont des partenaires, pour ne pas dire des intérêts. Il est de bon ton de dire aussi, il me semble dans cette émission, que du fait que les puissances coloniales déterminaient les feuilles de route, ça ne voulait pas forcément dire que c'était elles qui les mettaient en place. Il y avait des administrateurs dans les colonies qui s'en occupaient, et c'était des personnes. Nous savons que les moyens de communication n'étaient pas développés comme aujourd'hui, et que du fait de la distance, ces personnes pouvaient parfois prendre des libertés. Et enfin, il convient également de dire que ce qui, aux yeux de certains, peut parfois apparaître comme un fait divers,
en fait, peut avoir des connotations très profondes dans la vie future d'un pays. Et pour reprendre l'expression qui peut devenir familière à tous, la petite histoire, il ne faut pas la simplifier parce que c'est la petite histoire souvent qui fait la grande histoire. Vous m'avez demandé qui était Madame Cousins. Il est très très difficile d'apporter une réponse précise à cette question. Peut-être que je vais m'inspirer d'Herbert Marcuse qui parlait de l'homme multidimensionnel avec un grand H, mais cette fois je dirais que Madame Cousins était une femme multidimensionnelle. C'est une religieuse. On va constater déjà que lorsque les religieux arrivent au Cameroun, les missionnaires, pour parler un langage que tout le monde comprend, ils viennent d'abord au départ tout seuls. Et ensuite, ils sont accompagnés par leurs épouses. Il y en a qui viennent avec leurs épouses. Et beaucoup plus tard, et ça on le situe... Pour ce qui constitue les protestants. Pour ce qui parce qu'elle est protestante. Oui, parce qu'elle est protestante. Il faut bien préciser ça parce que les missionnaires catholiques n'ont pas droit, n'ont pas le droit au mariage. Officiellement. Officiellement, on va le dire. Ceci étant, Madame Cousins est une Américaine de par son mariage, mais d'origine allemande. C'est son mari, c'est son mari, M. Cousins, qui est Edwin Cousins, qui est américain. Donc, elle va avoir la nationalité américaine, mais ses origines sont des origines allemandes. Les Cousins arrivent au Cameroun en 1919. Ils vont s'installer à Eilat. Eilat qui se trouve à Ebolova, au sud du Cameroun. Qu'est-ce qui fait en sorte que les Cousins arrivent au Cameroun? On sait que après, justement, la Première Guerre mondiale, il y a des soldats qui ont été démobilisés et qui se sont retrouvés, je vais dire, sans emploi aux États-Unis. Donc, l'administration américaine, à cette époque, va signer des accords. Et parmi ces accords, il y aura des accords signés entre l'administration et les missions presbytériennes américaines. Donc, elles vont mettre donc à la disposition de ces missions le personnel qui avait servi à la Première Guerre mondiale et qui avait des difficultés à se réinsérer socialement aux États-Unis. Des missions presbytériennes américaines. Des missions presbytériennes américaines. Et c'est un point, peut-être, tout en continuant de nous parler de Mme Cousins, qu'il est peut-être important de souligner, c'est que les États-Unis étaient en Afrique, bien avant la période que l'on croit, ou que l'on sait. Ils étaient, mais pas de la même manière. Exactement. Ils y étaient présents. Mais, par exemple, les corps missionnaires américains y étaient déjà. Les missionnaires y étaient déjà, presbytériens y étaient déjà. Donc, le gouvernement américain, pour revenir au cadre de cet accord qui fait venir les Cousins au Cameroun, le gouvernement américain a mis donc à la disposition des missions presbytériennes américaines. S'installe au Cameroun, précision, en 1889. Oui. C'est tôt par rapport à ce qu'on croyait. Par rapport à ce qu'on peut imaginer. Parce que les Américains sont déjà au Libéria et que les Américains explorent la côte par des congrégations religieuses déjà depuis un certain temps. Depuis un certain temps. Ceci étant, pour ne parler que de ce qui constitue aujourd'hui l'Afrique centrale, ils sont plus installés au Gabon qu'au Cameroun. C'est par la suite qu'ils viendront s'installer au Cameroun. Donc, l'administration américaine a donc mis à la disposition des missions presbytériennes américaines, qu'on va appeler MPA, des cadres compétents, des cadres de haut niveau, qui ne s'étaient pas réinsérés socialement aux États-Unis. Donc, les Cousins font partie donc de ces cadres qui vont arriver au Cameroun. Monsieur Cousins, c'est ingénieur. Monsieur Cousins, c'est un ingénieur polyvalent, il faut le souligner, dont les services sont très appréciés, à la fois par les Français, je vais dire l'administration française, et en même temps par l'administration espagnole. Vous savez très bien que ce qui est devenu aujourd'hui la Guinée équatoriale n'était qu'une colonie de l'Espagne. Donc M. Cousins va osciller entre ces deux administrations pour rendre des services qui sont reconnus du fait que c'est un monsieur qui est compétent. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que la région des Bolova, sud du Cameroun, est quasiment frontalière et du Gabon et de la Guinée équatoriale. Et il y a une ville qui relie à peu près les trois pays qui s'appelle les Bébéines, qui est la ville frontalière. Tout à fait. Et nous reviendrons sur cette ville-là parce que
Lorsque nous parlerons, nous irons beaucoup plus loin dans les cheminements des histoires de Mme Cosen. Cette ville deviendra encore plus d'actualité dans notre propos. Donc, on résume. Madame Cosenz, religieuse allemande, mariée à un Américain, donc naturalisée américaine, qui épouse un Américain, Edwin Cosenz, et qui, à la faveur des missions de congrégations protestantes américaines en Afrique, va se retrouver d'abord au Gabon, M. Cosenz, puis au Cameroun. Non, pas du tout. Pas Cosenz, mais les missions. Les missionnaires protestants étaient d'abord installés au Gabon. Et le gouverneur gabonais français ne les supportait pas. C'est pour cette raison qu'ils ont été chassés du Gabon et se sont installés d'abord dans le Grand Batanga à Kribi. Mais nous aurons certainement l'occasion de revenir sur cette question-là. D'accord. Alors, oui, allez-y. Oui. Puisque vous m'avez demandé qui était Martine Cosen, il est quand même souhaitable qu'après avoir donné ces éléments, de dire que le travail qu'elle a accompli. Ici, quand je parle de travail, je ne parle pas de son travail politique. Je parle des œuvres sociales. Je pense que ça arrivera. Son travail, c'était juste une présentation générale tout à fait. De comprendre comment elle est arrivée là, dans cette partie-là de l'Afrique, Oui. à ce moment-là. Elle est religieuse, voilà, ça on l'a répété. Mais le fait qu'elle soit allemande nous intéresse sur un point. On se dit, mais les Allemands sont partis du Cameroun, mais en réalité, c'est un hasard, le fait qu'elle soit allemande finalement, mais ça nous intéresse sur la présence allemande au Cameroun après leur départ officiel de 1920, de la conférence de Versailles, qui les a dépossédés de leurs terres africaines. Les Allemands restent au Cameroun sous les survivances. Tout à fait. On ne peut pas... Je veux dire que les Allemands sont quand même restés plusieurs années au Cameroun. On ne peut pas dire que c'est le fait que d'un traité de Versailles qui a fait en sorte que les Allemands ne soient plus présents. Vous savez que les présents peuvent être multiples. Elles peuvent être physiques, elles peuvent être intellectuelles, elles peuvent être culturelles et infrastructurelles. Et d'ailleurs, puisque nous parlons de présence culturelle, lorsque les Français arrivent au Cameroun, il ne faut pas oublier que les Allemands qui étaient depuis de nombreuses années ont appris la langue aux Camerounais. Donc la plupart des Camerounais... Instruits, éduqués, parlaient l'allemand. Selon les termes du colon. Voilà, ils parlaient l'allemand. Moi, j'ai connu, alors que bon, je ne relève pas de nos grands-parents, oui, parlaient l'allemand. Nos grands-parents qui parlaient l'allemand, moi j'en ai connu, qui parlaient l'allemand. Le mien, il parlait l'allemand. Au début des années 80 encore, alors que j'étais encore au Cameroun, début des années 80, j'ai même rencontré un monsieur qui m'a parlé des Allemands et qui s'exprimait de manière très courante en allemand. Mais l'allemand, c'était pas uniquement la langue. Il faut se dire aussi que les Allemands ont investi au Cameroun. Et ce n'est pas du jour au lendemain que les investissements ont disparu. Et au titre de ces investissements, ils ont fait des grandes plantations de produits d'exportation. Ils ont fait des plantations de cacao, des plantations de café, de bananes, de caoutchouc, des plantations d'huile de palme. Et toutes ces plantations se trouvaient sur le flanc du mont Cameroun, ce qu'on appelait à l'époque le Cameroun anglophone. Et tout ce qui est la CDC aujourd'hui, en gros. C'est justement la CDC, c'est un héritage du travail qu'ont fait les Allemands au Cameroun. Et ils ne se sont pas arrêtés là. J'ai parlé tout à l'heure de produits d'exportation. Il fallait bien les acheminer. Le chemin de fer. Et à ce titre, ils ont construit des chemins de fer. Des routes, des ponts. Ils ont construit des routes. Ils ont construit des ponts. Des hôpitaux. Et ils ont construit des hôpitaux. Et il faut le dire, ils ont construit dans du solide. Parce que jusqu'aujourd'hui, leurs bâtiments existent encore. Ils existent. Ils ont mis en place des infrastructures. Les premières infrastructures du Cameroun en matière de télégraphie, de téléphonie, ce sont les Allemands. En matière de radiotélégraphie, c'est encore les Allemands. Bon. En matière d'architecture urbaine, il y a des maisons. Tous ces camps de fonctionnaires qu'on retrouve pratiquement dans les villes de province, la plupart sont des héritages de la présence allemande au Cameroun. Et d'ailleurs, je recommande à ces livres de lire un très bel ouvrage qui a été écrit par mon ami, le professeur Mpondi, sur redécouvrir Yaoundé. On verra bien que des bâtiments qui ont été construits à cette époque continuent encore à exister et à servir. Donc, il y a cette survivance-là, par la langue, par les infrastructures, par l'architecture et par toutes ces choses que j'ai citées. Naturellement, je ne veux pas égrener tous les chapelets, mais la survivance, elle est là. Et comme on est dans les années 40 là,
quand on parle de Madame Cousins. Oui. On est dans les années 40. Grosso modo, mais elle est arrivée bien plus tôt. Les années 40, c'est sa fin. Elle arrive en 1919. Elle arrive en 1919. Elle arrive même un petit peu avant le départ des Allemands. Donc, ils sont encore très présents. Parce qu'ils partent officiellement en 1920, mais j'imagine que la démobilisation ne s'est pas faite en un jour. Oui, naturellement, il y a une surveillance humaine. Bon, maintenant, il faut se dire aussi que la présence des Allemands au Cameroun, il y avait aussi le fait qu'ils avaient le pouvoir. Mais le fait que ce pouvoir ait glissé entre les mains d'autres personnes, cette surveillance humaine n'avait plus de véritable sens. Voilà. Et puis c'était la débandade, parce qu'ils sont partis. Voilà, et le vrai sens, c'était dans les choses, je veux dire, dans le dur qu'ils ont construit. Les ponts, les routes, la langue et autre chose. Et la structure des gens, la structure mentale, parce qu'ils avaient une façon de faire. Et la structure mentale, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce plan. Ils avaient une rigueur qu'on leur reconnaît jusqu'aujourd'hui. Très bien. Et donc, elle, justement, pour le coup, on peut le dire, elle va peut-être se camoufler derrière son passeport américain. D'abord parce que les Américains sont déjà la grosse puissance mondiale à cette époque-là, puisque déjà ils sont intervenus de façon énergique au niveau de l'Europe, pour renforcer l'Europe. Donc le fait qu'elle soit américaine est une protection, j'imagine, pour elle. Parce que si elle était simplement allemande, comme sa nationalité d'origine, est-ce qu'elle aurait pu œuvrer comme elle a œuvré? Il est très difficile d'apporter une réponse précise à cette question, pour la simple raison qu'il faut d'abord se mettre à l'esprit que c'était une missionnaire. Et nous savons qu'il y a une formation, il y a un langage, il y a un esprit qu'ont les missionnaires. Voilà. Peut-être que si je me réfère à cette description que je viens de faire, je suis en droit de penser peut-être que l'altruisme était quelque chose qui lui était inhérent. Si on parle uniquement sur le sens humain des choses, mais peut-être sur le plan politique, peut-être qu'elle n'était pas si naïve que ça. Peut-être que j'ai un doute que je peux exprimer ici. Mais je pense que le chemin de l'émission... Allez-y par rapport à son œuvre, que je n'ai pas qualifié d'emblée d'altruisme, on verra. Qu'est-ce qu'elle fait avec son mari, puisqu'elle n'est pas seule? Qu'est-ce qu'ils font? Mais elle, il semble qu'elle est marquée de son empreinte et de manière personnelle et singulière son passage au Sud Cameroun. Qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque Mme Cousins arrive au Cameroun, la toute première mission qu'elle a, c'est d'être secrétaire à la mission presbytérienne américaine. Elle va s'occuper ici des problèmes de trésorerie. D'accord. Ça, nous sommes en 1919 à son arrivée. Donc, elle s'occupe de tout ce qui est paye, rentrée d'argent et sortie d'argent. Ça, c'est son travail au départ. Et puis, quelques années plus tard, exactement en 1929, elle va créer une école d'apprentissage pour les femmes des collaborateurs camerounais. C'est à cette époque qu'elle commence à les initier à la lecture, à tout ce qui a trait au métier de la couture, à la broderie, elle leur apprend à tricoter. Elle leur apprend aussi l'enseignement ménager, l'hygiène, des choses simples mais primordiales dans la vie d'une personne. Elle va également apprendre aux femmes à avoir un comportement de femme chrétienne. Bon. Par ailleurs, elle ne va pas s'arrêter là. C'est elle qui a mis en place cette grande institution qu'on appelle aujourd'hui au Cameroun le Samba Binga et qui perdure. Et Samba Binga, oui, qui signifie le regroupement des femmes, une assemblée de femmes, c'est elle qui l'a créée. Et nous savons aujourd'hui que c'est une institution dans le Sud Cameroun, le Samba Binga. Par ailleurs, elle va avoir une activité aussi liée, disons, à sa, comment dirais-je, à sa mission. Elle va traduire les cantiques anglais en boulou, la langue utilisée à Ebolova notamment. En 1928, elle va quitter la trésorerie de la mission presbytérienne américaine pour s'occuper de toutes les écoles de cette émission, dans l'interne en tout cas. Et après, cette même année encore, elle va remplacer le pasteur Johnson à la tête du journal qui était produit à Elat, qu'on appelait Mofoy, à savoir Les Nouvelles. Mofoy, en général, avait une orientation éditorialiste qui s'occupait essentiellement des problèmes et des aspects religieux. Mais lorsque Mme Cousins arrive à Mofoy, elle lui donne une orientation nationaliste au journal. Quelques années plus tard, et là nous sommes en 1932,
Elle quitte la direction de Monfeuille pour prendre celle du Allsway Memorial Press. C'est une imprimerie qui est installée à Eilat et qui vulgarise la littérature chrétienne. Elle est quand même installée depuis, il me semble, 1910 ou 1916. Oui, elle est ancienne. Mais avant que Mme Cousins n'arrive à la tête de cette imprimerie, c'était toujours une publication essentiellement destinée à la religion. Dès son arrivée, c'est-à-dire qu'après 1932, Mme Cousins va mettre un accent particulier pour la promotion de la littérature politique. Vous voyez très bien que quand j'utilise le terme multidimensionnel pour cette femme, c'est à raison. Elle va notamment contribuer à la parution du premier livre en boulou, qui porte un superbe nom, Nangakon, qu'on peut traduire. Vous êtes là pour ça? Oui, Nangakon, on va dire, c'est comme l'ancêtre de tout ce peuple, Nangakon. Voilà. Tout à fait. Donc, elle va permettre la publication de ces livres qui va très bien marcher et qui aura même un prix, d'ailleurs, qui lui sera décerné. Nango Kon, c'est le fantôme. Kon, c'est le fantôme. Et le grand peuple, les Tibenanga et tout ça, bon, ils sont descendants d'un albinos, mais c'est un peu compliqué les comparaisons entre tout ça, jusqu'à arriver au fantôme. Très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu d'apologie, et s'il y a apologie, qu'il a écrite, est-ce que c'est la mission américaine presbytérienne sur ce qu'elle a fait? Parce qu'il y a des choses à apprendre l'hygiène, etc. C'est le discours colonial. Il n'y a pas des gens qui étaient sans hygiène. Vous savez bien que l'hygiène est un impératif, même dans nos villages. Mais ce qu'on appelle hygiène, c'est peut-être qu'elle a structuré les choses d'une façon qui était dite moderne ou nouvelle. Disons qu'elle a rationalisé les choses. Elle a organisé. Oui, elle a rationalisé les choses. Ce qui était peut-être fait de manière éparse et peut-être sans logique certaine, elle a donné ce sens-là. Parce que ça avait été déstructuré déjà entre-temps par des événements qu'on ne peut pas oublier, antérieurs. Et à la fois la colonisation et ce qu'il y a eu avant... l'esclavage, notamment, qui a déstructuré des peuples qui sont très anciens et qui étaient organisés. Donc, participer à une réorganisation de ces peuples, oui, mais ce n'est pas à vous que je m'adresse. C'est à ceux qui font les apologies. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser penser que c'était des peuples qui étaient comme ça. Ce sont des gens qui étaient organisés, à leur façon, avant. Bien entendu. Pour revenir au problème de l'hygiène, il ne faut pas perdre de vue que les missionnaires étaient souvent accompagnés d'un certain nombre de personnes issues de leur clan qui étaient soit infirmiers, soit médecins. Donc, parler de l'hygiène ici, ce n'est pas forcément remettre en cause. L'hygiène corporelle. Ce n'est pas forcément remettre en cause ce qui se faisait sur les terrains. C'est peut-être dire, et je ne pense pas me tromper en le disant, que, comment dirais-je, elle a apporté le plus que pouvaient apporter les connaissances scientifiques sur ce plan-là. À ce moment-là. À ce moment précis et dans ce lieu précis. D'accord, elle a apporté la contribution européenne au maximum de ce qu'elle pouvait faire par ce qui me semblait être, à première vue, de la générosité, de l'altruisme. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Et dans cette mission, on va commencer à accélérer. C'est là qu'on rentre dans le corps du sujet. Parce que pour l'instant, on parle de Mme Cousins. Mais en réalité, il y a quelque chose qui est en train de grandir autour d'elle. Toute cette œuvre-là, c'est avec des gens et des générations. Et Samba Binga, puis elle est à la tête d'école, elle forme des gens, et dont certains seront des personnalités importantes pour les idées, ensuite, au niveau du Cameroun. Est-ce qu'il y a des noms de personnes qui sont passées par cette organisation-là, au sud Cameroun? Lorsqu'on scrute un peu, on n'a pas besoin vraiment d'être un très grand spécialiste de cette question, mais lorsqu'on porte un regard sur l'histoire du Cameroun et sur le rôle qu'ont joué les missions presbytériennes américaines, il y a quelque chose qui apparaît d'une manière très évidente, c'est la formation intellectuelle. Or, nous venons de dire que dans son cursus tout à l'heure, au Cameroun en tout cas, elle s'était occupée de toutes les écoles. Et c'est dans ce cadre-là, puisqu'il y avait des écoles à Ebolova, il y avait la fameuse école de Foulassi, à Sambelima, qui appartenait aux missions presbytériennes américaines. Force est de constater que les acteurs qui vont se retrouver quelques années plus tard sont passés dans son moule, sont passés dans cette école, dans ces écoles-là. On parlera tout à l'heure d'Aouango, par exemple, qui était son secrétaire, qui a travaillé avec elle. On sait aussi que quelqu'un comme Ruben Oumniobe
avait fait l'école de Foulassi qui relevait de ces entités des missions presbytériennes américaines. D'accord. Petite précision, les Allemands sont partis du Cameroun, normalement le contingent en 1916. Hein. Oui. Elle arrive en 1919, donc ils sont déjà partis. Ils sont partis. Ils sont partis parce que le feu Mais arrive. je dois dire aussi que dans le sud Cameroun, les Allemands sont partis, mais n'ont pas laissé de très bons souvenirs. Et pourquoi je le dis? Parce que un noble enfant du sud Cameroun, Martin Paul Samba. Martin Paul Samba, il ne faut pas oublier qu'il a été Pendu. pendu par les Allemands. On a un monument qui lui rend hommage à Ebolova, justement. Tout à fait. Et Martin Paul Samba, c'était... Dites un mot de qui était cet homme qui a été assassiné, pendu ou assassiné en 1916. Martin Paul Samba, si on peut résumer sa vie, c'est l'histoire curieuse, l'histoire curieusement tragique d'un homme. Martin Paul Samba serait né vraisemblablement en 1873 dans un village du sud Cameroun appelé Metutu Engon. C'est un village qui malheureusement a disparu de la mémoire des hommes et qui a même disparu des cartes. Des cartes. Aujourd'hui, ce village n'existe plus. Avant sa naissance, son père décède. Lorsque sa mère le met au monde, sa mère décède également. Donc Martin Samba se retrouve à sa naissance orphelin. Bon, comme chez nous, enfin je veux dire en Afrique, la famille est très large, c'est son oncle qui va s'occuper de son éducation. Et cet oncle-là, puisque étant né à Metutu-Ngon, il faut préciser aussi que les gens de Metutu-Ngon s'étaient déplacés pour aller dans un village à une centaine de kilomètres qu'on appelait Tom, pas très loin de la ville de Kribi. Et c'est l'attrait de la mer, les bateaux, les commerçants, la richesse qui a fait en sorte que ce village se déplace vers là-bas. Et son oncle va avoir des amitiés avec notamment le clan de la chefferie Batanga qui lui permettront de prospérer dans le domaine du commerce. Ces amitiés entraînant d'autres, Martin Samba va être recommandé pour être les guides d'un capitaine de l'armée allemande qui s'appelait M. Kund. Donc il va rendre à ce M. Kund des services énormes, ce qui fera que lorsque M. Kund est amené à quitter le Cameroun, il fera en sorte que Martin Samba devienne le guide, interprète également de celui qui viendra le remplacer, un certain Morgan. Voilà. Martin Samba va également rendre d'énormes services à ce monsieur, ce qui fait qu'au moment de quitter le Cameroun, il va le prendre avec lui pour l'amener en Allemagne, en espérant lui donner une formation qui lui aurait permis de rentrer au Cameroun, instruire ses frères. Mais curieusement, toutes les formations qui ont été proposées par M. Morgan ne lui semblaient pas convenables. Il souhaitait devenir comme lui, c'est-à-dire un soldat. Finalement, il fera cette formation militaire, entrera dans l'armée allemande. Le hasard fait en sorte que, comment dirais-je, qu'il y ait des troubles au Cameroun, notamment dans la zone de Douala. Puisque Martin Samba est issu du Cameroun, a été interprète, a été guide, c'est l'un des seuls qui connaît bien la région. Il va donc revenir au Cameroun pour pacifier cette zone-là. Tâche au demeurant qu'il va très bien accomplir. Contre ses frères. Contre ses frères. Mais il y a un hic dans l'histoire de Samba. C'est que Samba était un être, il faut le dire, qui avait subi de l'aliénation. Il était complètement aliéné. On les prenait au berceau, parfois. Voilà. Ils étaient enfants quand on les prenait. Il était aliéné, mais il va comprendre très vite que l'aliénation a des limites. Parce qu'il n'est pas regardé de la même manière que ses collègues qui ont une peau tout à fait différente. Et l'histoire dit même qu'à certains moments, il a poussé l'aliénation jusqu'à vouloir changer la couleur de sa peau. Mais ça a suscité au sein de ses camarades, enfin de ses collègues allemands, que des railleries. Des railleries. Voilà. Donc, à cause de ces choses, de tout ça. Et donc, comment on arrive à sa disparition, à son exécution? Justement, à cause de tout ça, Martin Samba va donc se retirer de l'armée pour se consacrer au commerce. Mais Martin Samba est quelqu'un à qui le pouvoir manque. Et comme, d'un côté, l'administration allemande n'est pas prête
à lui donner une parcelle de pouvoir. Il va donc prendre la tête. Il ne faut pas oublier que les Boulous, les Boulous de cette région des Kribi et d'une Thème, c'est une population qui est indisciplinée, qui n'accepte pas toutes les hiérarchies. Voilà. Donc, il y a un soulèvement qui va avoir lieu, auquel Martin Samba prendra la tête. Et tout ça arrive dans un contexte où l'Europe est en train de s'embraser. La France rêve que d'une chose, c'est de reprendre l'Alsace-Lorraine qui lui a été piquée par les Allemands. Les Anglais veulent contrer les Allemands, parce que ces derniers, si vous voulez, les Anglais sont, je veux dire, les rois du commerce. Ils veulent contrer les Allemands sur ce plan, et les Allemands ne rêvent que d'expansionnisme. Et si à cela, on ajoute l'attentat de Sarajevo, qui a permis en sorte que l'Europe, la cause directe de l'embrasement de l'Europe, donc au Cameroun, les Martin Samba sont considérés comme des traîtres, avec un certain nombre de dignitaires camerounais de l'époque, Oudov Mangabel par exemple, et le chef Edante Mbida, l'instituteur Mbaye Nam, le roi Madola, ils vont tous être arrêtés et tout simplement être pendus. Oui, quand les Allemands s'en vont, ils font commettre les derniers massacres avant de partir. Des gens qu'ils ont estimés... Qu'ils les ont trahis, qu'ils ont rallié l'ennemi qui est déjà là, aux portes. Les Français et les Anglais, justement, qui sont au Cameroun. Voilà. Et justement, rapidement, d'un mot sur ces Anglais et Français au Cameroun. Le Cameroun, il faut rappeler, rappelons le système colonial camerounais. Le Cameroun n'est pas une colonie française ni anglaise. Tout au plus, les Allemands ont essayé de faire quelque chose qui allait dans ce sens-là. Est-ce que vous pouvez éclairer sur ce point? Ce qui est convenable de dire, c'est que le Cameroun n'a jamais été une colonie ni française, ni anglaise. Ça, c'est sûr. Le Cameroun a été une colonie allemande. S'agissant de la France et de l'Angleterre, il y a d'abord une période où le Cameroun a été sous mandat. Et après après 1945, la Deuxième Guerre mondiale, il était question de tutelle. Donc, il faut que les choses soient claires. Lorsqu'on parle des colonies, même si vous et moi, nous admettons que sur le plan pratique, les choses sont pratiquement les mêmes. Ceci étant, si on se réfère au terme juridique, ce n'était pas une colonie française ni anglaise. Le Cameroun n'a jamais été une colonie française ni anglaise. Et puis le Cameroun était géographiquement aussi divisé entre ces deux... Oui, après lorsque le Cameroun a été cédé à la France... D'abord au mandat, puis à la tutelle franco-britannique. Oui, il y avait donc cette répartition en deux qui aujourd'hui est dépassée un peu par l'histoire, puisque le Cameroun est un État... Réunifié même. Unifié, je ne sais pas le terme qui est convenable. Et réunifié. Voilà. Donc, oui, il y avait une partie qui était sous obédience anglaise et une autre qui était sous obédience... C'est réunifié, unifié, c'est 72. Voilà. Très bien. Ça, c'est le contexte général. On est donc dans ce Cameroun qui est l'objet de rivalité entre des grandes puissances, parce que c'est le cas, et où l'émergence d'une résistance intérieure, on le voit bien, est à chaque fois matée, comme ça se passait partout, bien en avant, les Rodolphe Douala Mangabel, les Martin Paul Samba, plus tard il y en aura d'autres, les Ouniobe et tous les autres, Moumier et consorts. Ça s'est passé comme ça à peu près partout. Mais on parlait de cette Madame Cosenz. Donc, dans ce contexte, il y a les religieux qui ont toujours leur place à part. Un peu. Donc, ils travaillent en souterrain, ils travaillent malgré la guerre, ils travaillent malgré toutes ces tensions sociopolitiques à promouvoir leurs idées, disons ça comme ça, et leur philosophie. Et dans ce cadre-là, cette femme se distingue par un travail qu'elle va abattre autour de la ville de Bolova et dans les villages voisins, qui va à la fois organiser les femmes autour de rassemblements appelés Essamba Binga, rassemblements de femmes, mais elle va créer quelque chose aussi, est-ce que c'est elle, les Efoulameyang, pour dire les choses comme on dit. Oui. Disons que... Ou c'est dans la foulée de tout cela que ça va se créer. Parce qu'elle n'est pas seule, elle va s'adjoindre des Camerounais, des locaux qui vont travailler avec elle. Comme à Wango, par exemple, ou des gens de cette nature-là. Disons que lorsqu'on regarde sur ce plan-là, parce que là, nous ne sommes plus dans les œuvres sociales de Mme Cosenz, quand on regarde son œuvre sur le plan politique, on peut à juste titre dire
qu'elle a fait preuve de génie. Elle a procédé par étapes. La première étape, c'était... Mais génie, dans quel but? C'était quoi son but? Si vous voulez, elle a fait... Son souhait, c'était de faire naître une conscience nationale au Cameroun. Et pendant plusieurs années, elle va mener une action souterraine pour faire émerger dans le sud du Cameroun un vaste mouvement de protestation, un vaste mouvement anticolonial, ayant à la tête, ayant comme fer de lance, des boulous. Et ça, elle va le faire par étapes. Par quoi va-t-elle commencer, Madame Cousens? Elle va d'abord, je vous ai dit précédemment, qu'elle avait la gestion de toutes les écoles de la mission presbytérienne américaine dans l'UNTEM. Donc c'était très facile pour elle, à cette époque, de repérer quels étaient les sujets qui étaient intelligents, qui étaient subtils et autres. Donc elle va adopter 2 jeunes qui sont promoteurs. Le premier, c'est Samuel Mbiam Ngba, et le deuxième, c'est Daniel Aouango. Tous deux vont faire des formations dans l'enseignement. Daniel Aouang deviendra instituteur et pasteur, tandis que Samuel Mbiam sera instituteur. Mais dans l'histoire de Mme Cousens, c'est plus Daniel Aouang qui nous intéresse, parce qu'une fois qu'il va à Mbam, pour se consacrer à l'enseignement et à l'évangile, elle va le ramener à Elat, pour travailler au secrétariat d'Elat sous sa direction. Elle va donc confier d'abord à Aouang. Elle va l'aider pour qu'il devienne un président de clan élu. Il faut dire que Aouang était du clan des Yemesem, une tribu quand même au fort effectif. Elle va s'organiser, elle va l'aider à ce qu'il prenne en tête ce clan-là pour qu'il le dirige. Ici apparaît un premier élément de sa stratégie. L'administration coloniale française avait, comment dirais-je, avait nommé à son temps des chefs de tribu. Voilà. Des chefs supérieurs, on les appelait. Est-ce que je peux... une virgule. Oui. Et je vous remets la parole tout de suite. Puisque le temps va s'accélérer, il faut qu'on arrive bientôt au dénouement. Au dénouement, comme dirait quelqu'un qui nous est cher. Il faut qu'on arrive au dénouement bientôt de cette affaire. En résume, oui. Nous avons une jeune Allemande, elle était jeune quand elle arrive en 1919, avec son mari Edwin Cousens, qui arrive au Cameroun et qui sont des religieux. Enfin, elle est religieuse, lui il est ingénieur, mais ça travaillait tous ensemble dans la congrégation pour répandre leurs idées, disons ça comme ça, bâtir, comme d'autres disent, civiliser, ce que nous ne pensons pas. Ils étaient là pour eux. Maintenant, elle, dans son œuvre à elle de religieuse, elle va éduquer, instruire, organiser un certain nombre de choses. Traduire des cantiques. Oui, ça c'est toujours son travail religieux. Elle va organiser la communauté d'une manière qui est vue maintenant, a posteriori, et même déjà à l'époque, comme étant une organisation politique aussi. C'est ce que vous appelez la prise de conscience politique. Mais il est quand même important d'essayer de comprendre, même rapidement, son objectif à elle. Est-ce que c'est pour l'amour du Cameroun qu'elle le fait? Je vais vous dire honnêtement que je ne pense pas. Je pense qu'elle a peut-être une stratégie derrière. Est-ce qu'elle n'était pas en train de torpiller la colonisation française, tout simplement? Parce qu'il y a une rivalité en dessous. Elle est allemande, quand même. Elle ne l'oublie pas. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas l'allemande derrière cette œuvre? Disons que lorsque les Français arrivent au Cameroun, pour ceux qui être missionnaires, le personnel catholique, les missionnaires catholiques, vont entièrement être remplacés, le personnel catholique allemand, ils seront entièrement remplacés par un personnel français. Au niveau des missions presbytériennes, il reste, au niveau des missions presbytériennes américaines, comment dirais-je, ce personnel va faire face aux Français. D'abord, il y aura un premier problème, c'est celui de la langue. Comme il nous reste 6 minutes, voilà. je me dis qu'on doit aller vers le dénouement. Nous allons aller à l'essentiel. On va aller à l'essentiel. Disons que le 13 octobre 1949. Disons que Mme Cousens, si vous voulez, c'était une Allemande. Et il se pourrait qu'elle n'avait pas totalement accepté le fait que, à Versailles, on ait arraché des territoires à l'Allemagne
pour les confier, notamment à la France, pour ce qui est du Cameroun, à la France et à l'Angleterre. Donc, elle était contre, à mon avis, elle était contre cette présence française au Cameroun. Il faut se dire aussi, dans un deuxième temps, qu'elle avait peut-être rêvé, puisqu'en 1900, la Seconde Guerre mondiale, elle est encore au Cameroun. Elle avait sûrement rêvé que l'Allemagne gagne et reprenne ses possessions en Afrique. C'était même, Hitler le disait. Ça a été un échec. Voilà. D'où ça a dû accroître sa haine vis-à-vis de la présence française au Cameroun. Et dans ce cas, elle a voulu donc se servir, à mon avis, des Camerounais, des populations camerounaises, pour bouter. Elle l'a fait très intelligemment, reconnaissons-le. Voilà. Elle a fait très intelligemment, déjà en choisissant des esprits subtils et intelligents. Deuxièmement, en faisant renaître ce qu'on appelait les Bissoulanes, c'est-à-dire qu'en essayant qui était interdit sous les Allemands, et en voulant fédérer ces Bissoulanes pour créer ce qu'on appelait l'union tribale Ntem Kribi. Mais dès qu'elle a amorcé, à travers son fils adoptif Aoun, dès qu'elle a amorcé donc la mise en place officielle de l'union tribale Ntem Kribi, elle a eu l'opposition de l'administration française qui a retardé ce qui devait relever la question d'une association qui relève la loi 1901, qui devait relever d'une simple formalité. L'administration a retardé et a officialisé cette association une fois que Mme Cousins avait été décédée. Les soupçons des Français à son égard deviennent très, comment dirais-je, avérés. Lorsqu'en 1946, elle prépare quand même un groupe pour aller remettre, à l'occasion de la visite de représentants de l'ONU au Cameroun, un document... compromettant par rapport à la gestion que la France avait du Cameroun. Et il semblerait que c'est comment dirais-je, c'est ça qui a accéléré le processus de sa mort. Parce qu'il n'était pas question... Voilà. Arrivons-y, puisque nous avons 5 minutes, mon cher Patrice Ondoa. C'est la crainte de voir ce document transmis aux autorités de l'ONU qui venait par la tutelle du Cameroun, qui a accéléré ce qu'on appelait la solution finale. Le 13 octobre. Le 13 octobre 1949, donc. Elle est retrouvée morte dans sa chambre. Il faut se dire d'abord que le 13 octobre, c'est un scénario qui est digne d'un film d'Hollywood. Premièrement, son mari qui était ingénieur, Cousin Edwin, on l'envoie en Guinée équatoriale pour réparer un pont. C'est le 12. Le 13, on la retrouve tuée chez elle, comme vous l'avez décrit tout à l'heure. Baignant dans une mare de sang et démembrée. Et démembrée complètement. Donc, à ce moment-là, il faut se dire qu'entre-temps, il y a quand même le chef, le représentant de l'administration française qui avait demandé qu'un Français du nom de Magnan vienne s'installer à Eilat. Et ce Français-là, d'après l'opinion générale, il semblerait que c'est un privé à qui on avait confié la mission d'exécuter Mme Cousins. Curieusement, ce monsieur n'a jamais été interpellé, il a quitté la ville de Bolova. Elle va faire une deuxième victime, parce qu'on va arrêter celui qui était... Son fils adoptif, qui n'était pas à Eilat au moment du meurtre. Son fils adoptif à Ouango pensera... Fils adoptif et activiste. Tout à fait. Il pensera, comment dirais-je, que c'est pour les raisons de l'enquête. 2 jours plus tard, on le retrouve mort. Et tu méfiais. Le docteur Rouen, qui a fait l'autopsie, a parlé de maladie du foie. C'est assez curieux. Et puis, l'enquête va continuer, puisqu'il faut aller jusqu'au bout. On va accuser... Le coupable idéal. Bagan Bondo, qui travaillait aussi au secrétariat. Je ne sais pas s'il y a une affaire... Enfin bref, je n'ose pas. Qui travaillait à la mission presbytérienne américaine. C'est vrai qu'à la mort de Mme Cousins, il avait dérobé une forte somme d'argent dont il voulait s'en servir. On s'est servi de ça pour l'accuser. Il a reconnu avoir pris de l'argent, mais n'a jamais reconnu le meurtre. Il a donc été arrêté. Au lieu d'être jugé à Bolova, lieu du crime, on l'a déféré à Brazzaville, où il a séjourné pendant 2 ans. De son propre aveu, au retour au Cameroun... Il n'a jamais été emprisonné. Il a dit qu'il n'avait jamais fait de prison là-bas, et que quand il est rentré au Cameroun, on lui avait remis une forte somme d'argent qui lui a permis, afin de bien vivre. Et je rappelle, puisque le souvenir m'est exact maintenant, que ce Vondo a été même maire par la suite dans les communes de Biongbane, dans le sud de Bolova. Il nous reste 2 minutes. Il y a quand même un point sur lequel on n'a pas assisté et qui est probablement aussi très important dans cette affaire. Les fameux Efoulameuillons, les rassemblements claniques. En fait, ils étaient parvenus dans le sud Cameroun, dans le pays Boulou,
a créé une organisation de libre circulation entre toutes les personnes qui se reconnaissaient l'identité, la culture et une histoire commune et d'intérêts. C'est une association qui portait leurs intérêts politiques. Beaucoup ont émergé de cette association et il y a quelqu'un qui va la couler et jouer un rôle primordial ensuite dans l'histoire. C'est un futur Premier ministre, il me semble. Oui, disons, je vois à qui vous faites allusion, à Sall Sall, qui a été Premier ministre du Cameroun. Disons qu'à Sall Sall, si vous voulez, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, il est rentré dans Foula-Meillon par la petite porte. Après, comme c'était quelqu'un qui était très habile politiquement, il a noyauté et Foula-Meillon pour en faire un instrument politique. Et puis il s'est rallié aux Français. Et... Voilà. Mais lui, qui avait été parmi les membres fondateurs de l'UPC, il a quitté l'UPC, s'est rallié à Force ouvrière, créée par un certain Soukado et financée par des gens comme Coron, qui était le grand forestier au Cameroun. Disons que pour résumer son histoire, c'est le roi du ralliement, et il allait toujours où le vent. Et il a cassé cette dynamique. Puisque de toute façon, en politisant Foula-Meillon, en transformant Foula-Meillon comme une machine destinée à lui apporter des voix, des électeurs. Et justement, on fait les liens entre le MANC, Mouvement d'Action Nationale, le parti qu'il a créé, et Foula-Meillon. C'est-à-dire qu'il a fait basculer Foula-Meillon entier dans le MANC. Et après le MANC, il a mis le MANC dans l'Union camerounaise pour créer cet axe nord-sud qui aujourd'hui encore existe au Cameroun. Et puis le pouvoir est revenu au sud Cameroun. On sait pas. C'était Foula-Meillon porte des mystères de notre histoire. Mais il est resté quelque chose de Madame Cousens. Les Essamba Binga existent toujours, c'est un rassemblement de femmes. Mais plus encore, il existe aujourd'hui une université à Ebolova, l'université Cousens. On n'est pas là pour faire l'apologie ou la promotion. Ce sont les faits de l'histoire. Pourquoi les gens du Sud ont jugé de lui rendre hommage. Voilà, c'est un débat qu'ils ont avec leur mémoire. Peut-être, effectivement, a-t-elle fait des choses. C'est une histoire qu'il faut aller lire. Il y a des ouvrages pour ça, le professeur Bozoa en a écrit. Il y a un ouvrage collectif sur les figures de l'histoire du Cameroun également que vous pouvez retrouver. Et plein d'autres articles du professeur Daniel Labois et autres. Bonsoir, on se retrouve dans 2 semaines avec un baroudeur, quelqu'un de l'ombre, un homme qui a fait l'histoire de l'Afrique dans les coulisses jusqu'à l'Afrique du Sud de Mandela il y a quelques jours et qui a décidé de l'écrire. Voilà, c'est un Français encore. Dans 15 jours. Au revoir.